Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, la partie de ma présentation concerne la chirurgie lombaire par voie antérieure chez les sujets âgés. Les arthrodèses lombaires par voie antérieure s'inscrivent dans un concept de chirurgie mini-invasive avec les avantages théoriques de limiter les pertes sanguines, les traumatismes musculaires et les douleurs post-opératoires immédiates. Elles peuvent également avoir un intérêt particulier dans la chirurgie de reprise, notamment dans les syndromes post-laminectomie et les syndromes jonctionnels. Elles exposent à des complications spécifiques, notamment au risque de plaies vasculaires et au risque d'impaction de cage, surtout chez des sujets âgés ostéoporotiques. L'objectif de la présentation est de vous rapporter les résultats d'une étude rétrospective qui a inclus des patients âgés de plus de 75 ans qui ont eu des arthrodèses lombaires par voie antérieure pour des pathologies dégénératives avec un recul minimum d'1 an. Nous avons évalué la morbidité en recherchant les complications péropératoires et post-opératoires, en distinguant les complications majeures et mineures et en les classant en fonction du score de Clavien. Nous avons également évalué les résultats fonctionnels à l'aide du score échelle visuelle analogique dos et jambes et de l'ODI en préopératoire à J45 et à 1 an. Nous avons évalué le taux de fusion avec un scanner à 1 an et le taux d'impaction de cage avec un scanner post-opératoire immédiat et à 1 an. Au total, 49 patients ont été inclus dans l'étude avec un âge moyen de 79 ans, un score de Charlson moyen de 4, 20% des patients souffraient d'obésité et 18% avaient déjà un antécédent de chirurgie lombaire par voie postérieure. Le suivi moyen est de 6 ans et les indications étaient essentiellement des spondylolisthésies dégénératives instables et des scolioses lombaires dégénératives avec dislocation, mais également 6 discopathie dégénérative avec des sténoses foraminales, 2 spondylolisthésies par lysismique et une pseudarthrose d'une chirurgie par voie postérieure. La majorité des patients ont eu une chirurgie sur un niveau, 10 patients ont eu une chirurgie sur 2 niveaux et 1 patient sur 3 niveaux. Donc tous les abords ont été faits avec un abord rétropéritonéal prépsoatique et 60% des patients ont eu une cage en stand-alone, 30% des patients une cage plus une plaque antérieure et 8% une cage et une fixation postérieure avec des vis pédiculaires. La durée opératoire moyenne était de 152 minutes, les saignements moyens de 288 cc et 22% des patients ont nécessité une transfusion. Et au total, nous avons eu 2 plaies veineuses, 2 plaies de la veine iliaque gauche. Le taux de complications global est de 42%, avec 6 complications majeures chez 5 patients, 3 déficits neurologiques partiels, un AVC, une angiocolite et une infection de site opératoire qui a nécessité une reprise, et 35 complications mineures chez 20 patients, essentiellement des transfusions, des infections urinaires et des iléus réflexes. Nous avons classé ces complications en fonction du score de Clavien et on voit que la majorité ont nécessité une simple surveillance médicale ou un traitement médicamenteux. Un seul patient a nécessité une reprise, c'est le patient qui avait l'infection de site opératoire et nous avons eu 2 complications graves avec menace vitale, l'angiocolite et l'AVC. Concernant les résultats fonctionnels, nous avons une amélioration significative des lombalgies comme des radiculalgies dès J45 et à 1 an, avec une diminution des douleurs de l'ordre de 70%, et idem pour l'os vestri, avec une invalidité qui passe de sévère à modérée à 1 an. Les résultats radiologiques retrouvent un taux de fusion de 86%, et un taux d'impaction de cage de 28% qui a été défini comme une perte de hauteur discale de minimum 2 mm. Nous avons comparé le taux de survenue d'impaction en fonction de la présence ou de l'absence d'une fixation complémentaire et nous n'avons pas trouvé de différence. Nous avons également évalué les résultats fonctionnels en fonction de la présence ou de l'absence d'une impaction de cage et il n'y a pas de différence dans les lombalgies et dans les radiculalgies entre les patients avec ou sans impaction. Au suivi moyen de 6 ans, nous avons 16% de reprises, 4 pour des discopathies adjacentes, un sepsis, une fracture ostéoporotique, une sténose et un patient pour une pseudarthrose qui a été repris par la postérieure. Et quand on regarde les données de la littérature, pour les voies antérieures, elles sont nettement moins fournies que pour les voies postérieures. Une étude publiée en 2013 dans l'European Spine Journal retrouve un taux de complication de 13% et identifie comme facteur de risque les ostéophytes antérieures, les calcifications vasculaires et l'athérosclérose. Et dans cette étude, chez des patients de plus de 60 ans, le taux de complication global est de 29%. Une étude récente retrouve un lien entre les comorbidités et les complications post-opératoires chez les patients qui ont eu des ALIF.
avec un taux de complication de 32% chez les patients qui ont au moins 3 comorbidités, contre 10% chez les patients qui n'en ont pas. Et le même auteur fait le lien entre l'âge et l'impaction de cage, avec 21% d'impaction de cage chez les patients de plus de 64 ans, contre 4% chez les patients de moins de 64 ans. Mais également dans cette étude, il ne retrouve pas de retentissement fonctionnel de ces impactions de cage. Pour conclure, nous avons dans cette étude une amélioration fonctionnelle significative des J45 avec une diminution des douleurs de l'ordre des 2/3, avec cependant une morbidité qui n'est pas négligeable, avec 10% de complications majeures et 28% d'impaction de cage, sans que ce soit évident qu'il y ait un retentissement fonctionnel. Merci pour votre attention.